êtes trop gentil de me donner l'occasion de faire de la publicité pour mon livre. Je vais évidemment en profiter, mais rapidement. Je vais simplement vous dire qu'il suffit que vous lisiez la page 7 de ce livre. C'est la liste des 30 mythes qui ruinent la France. Si vous êtes d'accord que ce sont bien des mythes, c'est pas la peine de lire les autres pages, puisque vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre. En revanche, s'il y en a que vous contestez, alors à ce moment-là, il faut entrer un peu plus dans le détail. Alors je vais vous donner que les premiers, mais vous verrez, peut-être que vous allez être d'accord avec tous. Le premier, c'est la recherche est la clé de notre développement. C'est ce qu'on entend partout, hein. C'est complètement faux. Si vous êtes d'accord que la recherche est la clé de notre développement, il faut que vous achetiez le livre. Les emplois verts sont la solution au chômage, c'est complètement faux. Il n'y a pas du tout d'emplois verts d'ailleurs. Ensuite, des crédits bancaires sont nécessaires pour développer les PME, il n'y a rien de plus faux. Ce qu'il faut, pour développer les PME, c'est qu'elles aient des résultats. C'est avec les résultats qu'elles se développent, c'est pas avec des crédits bancaires. La France est un pays très inégalitaire. Alors là, c'est complètement faux. Et là, j'en prends pour preuve le rapport que vient de sortir l'OCDE. Il est sorti il y a 2 jours, un rapport de l'OCDE sur la France. Tous les 2 ans, ils sortent un rapport sur la France, qui est tout à fait remarquable. Quand vous lisez les articles du Figaro ou du Monde ou des Échos sur ce rapport, il n'y a pas un mot sur ce qui commence dans ce rapport, et qui est justement ça, qui nous explique que les inégalités en France, c'est le seul pays où elles n'aient pas augmenté, où elles ont même diminué, c'est le coefficient de Gini, depuis 30 ans. Et pas un journal n'a cité ce rapport de l'OCDE qui vient de sortir. Alors ils ont quand même donné quelques indications sur ce rapport. En particulier, ce qui est vrai, dans ce rapport, ils indiquaient, mais vous pouvez supprimer les départements, ils servent à rien. Alors, comme le fait l'Alsace en ce moment. L'Alsace est en train de supprimer ces 2 départements pour ne garder plus que la région. Eh bien, l'OCDE a proposé ça, un grand nombre de choses. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lisez ce rapport de l'OCDE plutôt que mon livre, c'est plus court, et vous en saurez vraiment beaucoup de choses pour savoir comment on pourrait faire que la France devienne un pays qui soit compétitif, normal, qui soit à égalité avec l'Allemagne comme on l'était il y a 10 ans. Alors notre modèle social protège les pauvres, c'est complètement faux, ça, vous en aurez la preuve. Les HLM sont des logements sociaux, ce sont des logements dits sociaux, mais bien sûr ils sont attribués de façon tout à fait pas sociale. Bon, j'arrête, voilà. Si ça vous plaît, j'en ai quelques exemplaires et vous pourrez l'acheter. Merci Alain. Donc effectivement, ces mythes qui ruinent la France. Autrefois, il y avait un produit qui s'appelait le Flitox. Je pense que les jeunes ne connaissent pas ça, parce qu'on n'en parle plus, ça doit être interdit. Mais il y a une chose de sûre, c'est que qu'est-ce qui a remplacé le Flitox? Eh bien, c'est le magnifique petit livre d'Alain. Il faut le lire et il faut le faire lire. Parce que je pense que parmi nous sommes tous plus ou moins convaincus de ça. Je pense qu'on répondrait oui à toutes les questions, plus ou moins, Alain, mais autour de nous, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui, elles, ne répondraient pas oui. Donc faites-le lire, achetez-le et faites-le lire. Voilà, fait intéressante. Julien, es-tu prêt à nous expliquer ce que Contribuable Associé vient de produire, c'est-à-dire un système qui va vous permettre à chacun d'entre vous, et je pense que Douce, au fond de la salle, va sûrement s'en servir très vite, ce système qui va vous permettre de savoir de quelle manière les communes dans lesquelles vous êtes dépensent votre argent. Plutôt mal, bien évidemment, mais là, il y a un site et il y a un système excellent qui vous permettra d'aller dans chacune des communes et de voir très exactement le détail de ce qu'ils dépensent et de ce que ça vous coûte. Plus ou moins, dit Julien. Et il va nous expliquer. Merci Jacques. Alors j'avais prévu évidemment une présentation PowerPoint, donc elle est ici. Je vais avoir du mal à mimer les images, donc ça sera plus court du coup, vous serez contents. Je vais vous présenter le contexte, l'objectif de l'outil, et je vous inviterai du coup à aller vous rendre sur le site à l'adresse de l'outil pour l'utiliser.
Je vais commencer par... donc l'outil s'appelle l'Argus des communes. On avait sorti chez Contribuables Associés pendant... Ça a duré un peu plus de 5 ans, l'Argus des députés, qui permettait de savoir si son député était... Faut que je parle en face, c'est ça? Oh, non, ouais. L'Argus des députés qui permettait de savoir si le député agissait en faveur des contribuables. Maintenant, on a l'Argus des communes qui permet de savoir si le maire agit en faveur des contribuables. Donc en fait, on passe d'un impact de 577 élus à un impact de 600 000 élus, puisqu'on a 36 000 maires et environ 600 000 moins 36 000 conseillers municipaux. Donc on multiplie par 1000 l'impact d'élus concernés par cet outil. En quelques mots, je vous mets 2-3 chiffres de la situation actuelle que vous devez connaître, mais c'est intéressant de les avoir en tête. Donc on a une dette publique de 28 000 € par habitant, qui ne fait qu'augmenter, donc je pense que dans 2 ans, elle sera à 30 000. La dette des communes est très inférieure, mais c'est quand même 1 000 € par habitant. Donc en moyenne, votre maire est responsable de 1 000 € de dette par personne. Sur un ménage, ça fait 4 000 en moyenne. Enfin non, il y a 30 000 ménages, mais sur une famille de 4 personnes, c'est 4 000 € dû au maire. L'augmentation des dépenses publiques locales, c'est environ 3% par an depuis 10 ans, ce qui porte aujourd'hui les dépenses des communes à 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est 1 500 € par habitant. Donc votre maire dépense de votre poche 1 500 € par an, en moyenne. Et ça, on l'a pas vraiment en tête, en fait. Et pour 1 500 €, il y a des services qui doivent être rendus. Et enfin, l'augmentation des dépenses, globalement, pour le bloc communal, là j'ai ajouté les collectivités, les communautés de communes ou communautés d'agglomération, c'est 800 € par ménage depuis les années 2000. Donc, depuis 2000, de 2000 à aujourd'hui, les dépenses communales ont augmenté de 800 € par ménage, en gros 400 € par habitant. Est-ce que pour 400 € par an, vous êtes mieux servi aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Normalement, tout le monde se rappelle de comment était sa ville il y a 10 ans. Ça permet de voir déjà de réaliser que globalement on n'en a pas vraiment pour notre argent. Ça c'est les chiffres. Ensuite, quel est l'enjeu? Dans 1 an, tout le monde le sait, on a les élections municipales. Donc l'occasion de toucher 600 000, plus de 600 000 élus puisqu'on aura tous les candidats. Donc on va avoir l'occasion de porter un message auprès de plus de 2 millions de personnes qui vont devoir se prononcer sur le sujet de la dépense publique locale. On est dans une perspective de baisse des dotations de l'État et donc du baisse de revenus des communes. On est pour l'instant annoncé à 7 milliards d'euros de dotations en moins de l'État aux collectivités. Et c'est annoncé, en gros, ça sera plus, puisque de toute façon il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. L'État distribue 25 milliards d'euros par an aux communes, directement en dotation. Donc cet argent, il va disparaître. Donc il va falloir poser la question aux maires actuels et aux maires en devenir, de vous faites comment avec globalement 25 milliards d'euros en moins. C'est la base. L'intérêt, c'est que c'est les élus préférés des Français. C'est les élections auxquelles il y a le plus de participation, c'est les élus les plus accessibles. Parler à son député, c'est un peu comme... ça sert à rien, c'est du vent. Il dit oui, à la limite, il vous donne un logement social s'il est vraiment influent et si vous avez une asso derrière, une subvention si vous êtes à la tête d'une association à la mode antiraciste aujourd'hui. Mais globalement, il y a très très peu d'actions au niveau politique, sinon on aurait fait baisser la dépense publique depuis 30 ans si les députés nous écoutaient. L'intérêt du maire, c'est qu'il est quand même très très sensible au discours de ses électeurs locaux. Il les rencontre tous les jours. Alors dans les grandes villes, moins à Paris, mais dans un village de 5000 habitants, une ville de 5000 habitants, votre maire, il est vraiment très sensible. Et enfin, le montant des impôts locaux, donc ça c'est le climat global, est considéré comme prioritaire par 45% des électeurs dans la perspective des prochaines élections municipales. Devant la sécurité, devant la saleté, devant toutes les questions finalement un peu subsidiaires qui sont la vie de tous les jours. Donc en gros, les électeurs veulent que les impôts baissent. Et les dépenses vont baisser. Donc en fait, en gros, normalement, on a un climat favorable. C'est les élections, les élus vont être sensibles, et les électeurs sont sensibles au discours, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 30 ans. Du coup, c'est l'occasion de mettre la dépense publique au cœur du débat électoral. Sauf que personne n'y comprend rien à la dépense publique locale. D'où l'outil que Contribuables Associés a développé, qui est sorti, on a commencé à communiquer officiellement aujourd'hui dessus. L'outil va s'améliorer en fonction des réactions des membres de Contribuables d'abord, mais aussi de tous les visiteurs qui peuvent réagir, et puis évidemment les réactions des élus qui ne sont pas forcément contents. Alors quel est le principe? C'est un Argus, donc c'est des notes.
Donc globalement, on a noté les 36 700 communes françaises en fonction de la dépense publique. On a fait on est parti d'un constat simple. Le but, c'est de diminuer la dépense publique. Donc on va pas essayer de couper les cheveux en quatre. On va prendre la dépense commune par habitant, la dépense publique par habitant, et on compare les communes par taille pour avoir un critère à peu près homogène. C'est-à-dire qu'on va pas comparer Paris à un village sur Arros de 250 âmes. Et on part du principe que quand on dépense beaucoup, puisqu'on a à peu près les mêmes missions, puisqu'on a fait à peu près la même taille, on a 0. Quand on dépense pas beaucoup, on a 20. Et entre les deux, on range les communes par taille de dépense. Donc on a une note continue de 0 à 20 qui permet en fait à chacun de mettre un curseur et de se dire ma commune dépense beaucoup ou pas, donc elle a 0 ou 20. Alors évidemment c'est un peu violent, parce que c'est un constat un peu brut de décoffrage, c'est je dépense beaucoup, je dépense pas beaucoup. Après, les dépenses peuvent être viables à long terme. La commune est riche, on a un barrage hydraulique sur une commune de 200 habitants, on a grosso modo des revenus de 200 000 euros par habitant, donc on peut dépenser beaucoup. Mais le but, c'est de faire prendre le constat que si on est mauvais par rapport aux autres, c'est qu'on peut faire mieux. Le reste de l'outil donne des billes en fait pour comprendre le budget et pour aller poser des questions à son maire. Le but, c'est pas nous, contribuables associés, on donne des mauvais points au maire, on les cloue au pilori dans la presse. On donne la note aux électeurs locaux, ils l'impriment, ils impriment les indicateurs, ils vont voir leur maire et ils lui posent des questions. Ils lui font voilà, vous dépensez plus que votre voisin, comment vous faites pour diminuer? Voilà, vos impôts ont augmenté, mais vous dépensez moins. Comment vous faites pour stopper la dépense et arrêter d'augmenter les impôts? Posez les bonnes questions. Et donc, je vais pas vous faire toute la liste de l'outil, vous le verrez en ligne, mais on a les tendances. Est-ce que la dépense a diminué ou augmenté pendant le mandat du maire? Est-ce que la dette a augmenté ou est-ce qu'il a diminué la dette? Est-ce qu'il a augmenté les prélèvements ou est-ce qu'il les a baissés? Comment évoluer ces taux? Parce que la plupart des maires vous racontent qu'ils ont toujours baissé les impôts. Ben là, vous avez une flèche qui vous dit les impôts ont monté et les taux ont monté. Donc là, le maire il doit s'expliquer. Alors il pourra vous dire que c'est les réformes de l'État qui ont modifié les taux. Bon, on est sur un système complexe, mais globalement, vous pouvez aller le voir, lui dire qu'est-ce que vous faites pour baisser les taux? Vous les avez augmentés, vous nous avez menti. La dette, est-ce que vous allez baisser la dette ou est-ce que vous continuez à endetter la commune? Et enfin des alertes, parce qu'en gros, donc on a une note de gestion finale sous forme d'étoiles. On a pris le concept Amazon, tout bête. C'est est-ce que la viabilité de la trajectoire budgétaire est bonne ou pas? Si vous avez 3 étoiles, c'est que vous pouvez continuer comme ça globalement. Si vous avez 0 étoile, c'est qu'en plus vous pouvez pas continuer. Donc vous allez dans le mur. Donc ça vous permet d'interroger votre maire pour lui demander est-ce que vous continuez pareil? Oui, comment vous faites? C'est la banqueroute. Et enfin, c'est un outil participatif, puisque le but est d'aller solliciter son maire et d'informer les habitants. On a des échos très favorables en fait, des maires quand ils sont mal notés moins, mais des habitants des échos très positifs en fait. Ils sont très sensibles, c'est simple comme discours, et ça les incite à aller voir le maire et à se dire tiens voilà, je vais lui poser des questions et on est en train de me raconter n'importe quoi en conseil municipal. Et donc vraiment ça permet un peu de mettre le bazar dans les conseils municipaux et puis d'aller mettre le bazar pendant les élections. Et donc on a une série d'outils pour l'instant web, dénoncer les gaspillages. Donc vous écrivez sur le site, il y a les gaspillages qui apparaissent sous la fiche de commune, donc quelqu'un d'autre doit voir la commune, il y a les gaspillages qui sont écrits. Vous avez plein d'outils pour partager sur Facebook, avec la note qui apparaît sur Facebook, donc ma commune a 2 sur 20, avec le nom de la commune évidemment. Donc c'est des petits gadgets, mais ça permet de communiquer facilement sur la note de sa commune. Et enfin on a mis pour l'instant un outil, mais on va en redévelopper, d'un tract. Donc vous appuyez sur un bouton, ça imprime un tract avec tous les indicateurs de la commune en format A4, vous le photocopiez et vous le distribuez sur les marchés pendant la campagne pour sensibiliser les autres personnes. Donc en fait l'idée c'est pré-mâcher le travail, et sur le tract il y a les 2 questions qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que vous faites pour baisser la dépense, qu'est-ce que vous faites pour baisser les impôts. C'est tout bête mais c'est les 2 questions qu'on va poser à notre maire. Ensuite peut-être que les rues sont un peu plus sales, mais en fait il y a des villes très propres qui gèrent en sous-traitant la propreté sans la payer par les agents locaux. Donc voilà, l'idée c'est enrichir le débat, marquer les esprits, faire que la communication soit pendant ces élections municipales sur le vrai sujet qui est au cœur en fait des problèmes français, c'est la dépense publique. Et une fois qu'on aura fait comprendre aux maires, donc à 600 000 élus globalement, que le vrai sujet c'est la dépense publique, peut-être que les 1000 élus qui sont à la tête du pays, donc au Sénat et à l'Assemblée, et que les 40 sous-fifres ministres qui gouvernent actuellement commenceront à prendre conscience des réalités, sachant que certains élus nationaux sont aussi maires, donc c'est une bonne façon de faire remonter le message.
Voilà, donc conclusion, c'est un outil qui va se développer avec les utilisateurs. On est vraiment dans la stratégie d'open data et d'outils participatifs, donc on attend les retours, on attend que vous en parliez. S'il vous manque des choses, on fera grossir l'outil, on trouvera d'autres indicateurs, on pourra affiner, mais c'est sur le terrain que ça va servir. Nous, on met des outils à disposition, enfin, contribuable associé, le but c'est de diffuser largement le message. Vous pouvez, vous aussi, l'utiliser pour servir de porte-voix, mais après, c'est un outil que chacun pourra utiliser pour agir sur le terrain. Merci. Alors là, vraiment, je pense qu'il nous faut absolument remercier Contribuable Associé d'avoir mis à notre disposition un outil pareil. En t'écoutant, Julien, j'avais le sentiment que tu nous mettais tout à fait dans cette position de prendre les rênes de sa commune, c'est-à-dire de devenir participatif dans sa commune. Moi, j'ai été maire adjoint pendant 18 ans. Tout le monde sait que quand on fait une réunion communale, tout le monde a le droit de venir. Hein. Les gens n'ont pas le droit obligatoirement de parler, sauf s'ils demandent la parole et qu'à la fin on veut bien leur donner. Mais je peux vous dire que pendant 18 ans, si j'ai vu 2 personnes se présenter à une réunion, c'est un maximum. Hein. Alors par contre, on rencontre des gens dans la rue qui vous disent qu'il y a plein de choses qui vont pas. Hein, et puis le maire reçoit également des gens le samedi matin qui viennent lui dire dans son bureau bien fermé. Mais jamais les gens ne veulent assister. Alors là, tu nous donnes un outil, à mon avis, qui permettra aux administrés de savoir un peu ce qui se passe chez eux et de pouvoir, en toute connaissance de cause, intervenir. Voilà. Merci infiniment. Excuse-nous de ne pas avoir pu te proposer une vidéoprojection. Ça aurait sans doute été encore mieux, mais là c'était bien. J'ai juste une question de ma voisine à gauche. Alors je réponds à tout le monde sur la méthodologie et sur comment fonctionne l'outil. Donc les sources, c'est les données de Bercy. Donc c'est les données budgétaires délivrées par la Direction générale des collectivités locales. Donc ils sont inattaquables, sauf erreur de Bercy dans la copie d'un chiffre. Donc on peut toujours, si le maire vous titille, dire attention. On peut vérifier, aller sur Bercy, il y a des erreurs. Mais globalement, les chiffres sont bons. On a très peu de maires qui sont venus nous embêter là-dessus. Et j'ai pas donné l'adresse du site, donc je vais la donner, comme ça vous saurez où elle est. C'est www.contribuableaupluriel.org, qui est le site de Contribuable Associé, /Argus_D_commune, ou sinon il y a un petit symbole, il y a une tirelire avec un petit cochon bleu, blanc, rouge qui est sur le site, donc c'est assez visible. Et ensuite, c'est tout bête, on rentre le code postal de sa commune et on a la fiche. Donc après, c'est très simple. Normalement, on a quasiment tous nos membres ont réussi à l'utiliser. On a un appel par jour de quelqu'un qui n'y arrive pas. Alors, contribuable, contribuable/Argus-D-commune. Mais je pense que maintenant sur Google, ça doit être référencé. Donc vous tapez Argus des communes, on est les seuls à l'avoir. Donc voilà. Parfait. Eh bien, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur ce sujet-là, mais oui, à ma gauche. Oui. Ce qui serait intéressant concrètement, on aimerait savoir quelles sont les communes les plus dépensières et les plus vertueuses. Et puis, deuxième question rapide, est-ce qu'on pourrait trouver une tendance, une corrélation entre les municipales et le fait que, par exemple, on dépense plus avant, on augmente les impôts juste après? Est-ce qu'on peut imaginer ce genre d'analyse? Alors sur les palmarès, je vous invite à aller sur le site, puisqu'en fait à chaque fois que vous avez une fiche de ville, vous avez le top 3 et le flop 3 du département, pour les communes de même taille, donc c'est donné. D'accord. Ensuite on a filé à la presse, enfin on a fait une grosse communication sur la PQR et on leur a donné les classements de tous les départements, donc sur toutes les tailles de communes. Donc globalement dans la PQR ça devrait sortir... on a le courrier Cauchois, le courrier Picard, Presse Océan, donc on a plein de journaux qui vont nous reprendre sur les classements. Sur Paris, ça sera un peu plus lent, je pense. Paris à 0. Hein, donc, enfin, Paris étant une commune et un département, c'est un peu particulier. Bon, elle dépense beaucoup, mais elle a beaucoup d'argent, donc c'est à part. Et sur des études plus poussées, oui, pourquoi pas de temps en temps Contribuable Associé on fait des monographies, on fait quelques études scientifiques, mais notre but c'est véhiculer des messages assez simples. Donc ces bases de données, si certains chercheurs veulent nous aider à les utiliser pour sortir des corrélations, des études un peu plus
un peu plus pointues sur le lien entre élections, dépenses, ils sont les bienvenus pour nous aider. J'annonce qu'on va sortir une étude qui montre qu'un député maire dépense plus en moyenne qu'un maire non cumulard. Donc ça c'est une étude, enfin statistiquement c'est visible, mais on est en train de faire des corrélations un peu plus fines pour montrer que le cumul des mandats est une source de gaspillage. Est-ce que vous avez pu repérer dans les communes l'histogramme des imposés pour voir s'il y a ou s'il n'y a pas une majorité de gens qui pratiquement ne paient pas d'impôts? On n'a pas croisé avec la base parce que je crois qu'elle n'est pas sur les communes de moins de 1000 habitants, je crois qu'on n'a pas les chiffres, mais globalement c'est à peu près comme c'est la structure française, hein, vous êtes entre 40 et 60% de contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu en fonction des communes. Donc il y a des différences minimes, mais on n'est pas à 0 ou à 100. En gros, il y a que 50, enfin je sais pas si tout le monde l'a en tête ce chiffre, hein, il y a que 50% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Comme l'impôt local, les impôts locaux sont aussi indexés sur le revenu et qu'il y a pas mal de façons, pas mal de dérogations. On a tout le monde qui paye pas l'impôt. Donc en gros, vous multipliez par 2 les prélèvements moyens de la commune et vous savez ce que c'est par contribuable, quoi. Enfin, le reste, c'est payé par l'État. Merci. Je trouve la question pertinente parce que effectivement, il peut y avoir des différences d'une commune à une autre. Et je pense en particulier à des communes qui sont sans doute très très larges au niveau des assistantes, des subventions et ainsi de suite, et qui par contre n'ont pas dans leur population une large quantité de gens qui sont contribuables. Hein. Et je pense qu'on devrait voir des dichotomies assez importantes entre par rapport à des petites communes qui, elles, ont sans doute un plus gros pourcentage de personnes qui sont imposées et qui, par contre, peut-être dépensent un peu moins. Enfin, c'est une idée comme ça, mais je pense que ça devrait pouvoir se voir. Bien. Ah, je croyais que quelqu'un voulait intervenir à ma droite, j'ai entendu une voix, mais... Ah, Francis, nous t'écoutons. Je pense que vous soulevez indirectement. Non. Le problème du droit de vote aux élections municipales et locales. Je pense que j'élimine, attention, je ne vais pas vers le droit de vote des étrangers, hein, pas du tout. Je suis partisan, personnellement, d'un droit de vote à toutes les personnes qui payent des impôts dans une commune. Alors si vous avez 3 domiciles, vous votez dans les 3 communes dans lesquelles vous payez des impôts. Ça me paraît évident. J'irai un peu plus loin. Je pense que d'une façon ou d'une autre, il faudrait tenir plus de compte des voix des gens qui payent des impôts que des gens qui ne payent pas d'impôts. Mais ça, c'est un autre problème qu'on ne résoudra pas ce soir. Voilà. Oui, Monsieur Larderet, à vous. Je félicite les organisateurs, enfin ceux qui ont pris l'initiative de réunir des libéraux pour essayer peut-être qu'ils s'unissent autour d'un projet commun. Et c'est donc ce dont je voudrais vous parler, puisque nous travaillons, enfin dans le cadre de l'Institut pour la démocratie que je préside, un programme enfin qui est susceptible de vous intéresser tous. Pour me présenter, j'ai été le proche collaborateur d'Alain Madelin pendant ses premières années, j'entends d'action politique. J'ai été ensuite le responsable des études de la documentation à l'UDF, à partir de 78, de sa création. J'avais été chargé à l'époque par les jeunes députés libéraux de créer un think tank pour préparer ce qu'on avait appelé le VGE2, c'est-à-dire ce qui aurait dû être la partie libérale, en fait, tout au moins l'action libérale du président de la République, qui s'était rendu compte qu'il n'avait pas tout à fait satisfait ses électeurs. Malheureusement, VGE2 n'a pas eu lieu puisqu'il était battu en 1981. À la suite de ça, j'ai repris ce projet, ça a été assez lent, et aujourd'hui l'Institut existe tout de même depuis maintenant 27 ans. Nous avons une activité internationale, nous avons trouvé plus facilement des oreilles réceptives, je dirais, à l'étranger qu'en France, mais nous sommes quand même français, et donc depuis 10 ans, nous avons réussi à faire une synthèse d'une centaine d'auteurs libéraux qui ont été réunis dans un ouvrage qui a été publié il y a 1 an maintenant, qui est à votre disposition si vous êtes intéressé, qui s'appelle « Relever la France, les 10 remèdes ». Alors nous considérons, nous, que maintenant il est temps de passer à l'action, si vous voulez, parce que ce travail de diffusion des idées libérales, se fait déjà depuis longtemps, et il ne peut pas dire qu'il est vraiment
qui se soit vraiment, si vous voulez, traduit sur le plan politique. Donc il faut passer de l'idée à l'action, et il va y avoir l'an prochain, à l'occasion des élections européennes, une opportunité, à notre avis, relativement exceptionnelle. Donc nous travaillons en ce moment au sein d'une petite équipe dont fait partie d'ailleurs mon voisin de gauche, Jean-Pierre Chamou, mais aussi Jean-Philippe Fellman, que vous connaissez, et quelques autres experts. Nous sommes en train d'essayer de faire une synthèse du programme qui pourrait être celui des libéraux à l'occasion des élections européennes. Voilà. Alors ce travail, j'espère, sera terminé au mois de juin, et nous vous serez invités, enfin à travers monsieur dans l'Alternative libérale et monsieur Gautron, je pense que vous serez invités à participer à un séminaire qui permettra, je l'espère, de valider, si vous voulez, c'est une sorte de déclaration de grands principes qui pourrait être un cheval de bataille à l'occasion des prochaines élections européennes. Car si on peut ouvrir à cette occasion une brèche dans le système, après, je dirais, les perspectives sont intéressantes. Larderet, effectivement, nous serons tout à fait prêts à vous écouter et à vous suivre si vous avez quelque chose, et vous aurez sûrement quelque chose d'intéressant à nous proposer. Je voudrais maintenant donner la parole à... Alors, je vais vous expliquer un peu le contexte. Quand on a commencé ce cycle de réunions avec ce projet au mois de septembre, l'idée, avec mon ami Didier, était de faire surgir des actions portées par des associations, j'ai bien dit, pas par nous, mais par des associations, et que ces actions, on puisse les mesurer au fur et à mesure, et mesurer surtout leur impact, ou votre capacité à les faire avancer par rapport à notre objectif final, qui est d'être présent lors des élections européennes, sans doute, mais aussi et surtout lors des élections qui auront lieu en mai 2017. Et partant du principe que, et connaissant bien nos députés en particulier, et puis quelques autres, les sénateurs aussi, nous savons que ces gens-là ont un métier, et que ce métier, c'est être politique. Et que pour que ce métier puisse être mené suffisamment longtemps et que leur carrière puisse perdurer, ces gens-là n'ont qu'un seul objectif, bien évidemment, je suis un peu méchant en disant un seul objectif, mais un objectif primordial, c'est d'être élu et d'être réélu. Il est bien évident, et on a des expériences au travers de celle d'Alain Madelin, à qui peut-on penser aujourd'hui comme personnage politique, libéral, plus connu, plus emblématique qu'Alain Madelin pour se présenter en tant que libéral? Il l'a fait, il a eu combien? 3,5% des voix. Alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort du lot, je pense à nos amis, à ceux qui nous permettent de venir ici, à celui qui nous permettait de venir les fois précédentes, est-ce qu'ils vont avancer des idées libérales? Est-ce qu'ils vont se présenter avec un programme libéral, sachant que, dans le meilleur des cas, ils vont avoir 3 ou 4% des voix? Inutile, ça sert à rien, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est que on puisse compter sur un nombre suffisamment important de personnes qui ont compris ce qu'était le libéralisme et qui seront sans doute prêts à voter pour un candidat libéral. Moi, je suis profondément convaincu que nous verrons des candidats libéraux arriver au moment où ils sauront qu'il y a un message, et que ce message est porté par l'ALEPS, porté par Héritage et Progrès, porté par Contribuables Associés, porté par Contrepoint, porté par le Cercle Bastia, porté par le PLD, et porté par Alternative Libérale, bien sûr, et qu'à partir de là, nous verrons des candidats libéraux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que l'on puisse continuer. J'aimerais pouvoir continuer avec vous, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Je commence à me faire vieux, je commence à en avoir un peu assez parfois, surtout avec la difficulté qu'il y a à savoir qui va venir et qui vient vraiment, et ainsi de suite. Ça, c'est pas simple, croyez-moi. Je voudrais vraiment que les associations qui nous ont fait l'énorme plaisir de venir au mois de septembre, de revenir au mois de décembre,
d'être à nouveau ici aujourd'hui. Bon, il y en a certaines qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on sait pertinemment pourquoi, parce qu'ils ont eu un empêchement. Je pense en particulier à Thierry Jalas, qui au dernier moment m'a dit que malheureusement il ne pouvait pas venir. Mais il est bien évident que notre seul espoir, c'est que ces messages soient portés et que les messages qui seront portés sont les messages qui démontrent que les actions qu'on a entreprises, les actions que vous avez entreprises, perdurent dans la durée. J'allais dire c'est un pléonasme, mais au moins qu'elles perdurent. Voilà. Donc nous avons eu l'intervention de notre ami Larderet qui nous a expliqué ce que il allait faire à la suite de l'intervention dont il nous a fait le plaisir de nous le présenter la dernière fois. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Ducilol, qui est revenu. Il a peur, mais non, il ne va pas nous parler très longtemps. D'ailleurs, on n'aurait pas le temps. Mais je voudrais simplement qu'il nous dise où il en est par rapport à ce qu'il nous a dit la dernière fois. Il représente un institut très important qui s'appelle l'Institut Thomas More, que vous connaissez bien évidemment tous. Et voilà, je lui laisse la parole pendant quelques minutes. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le. On a évoqué les problèmes des syndicats tout à l'heure. Et je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. Vous savez qu'en France, il y a à peu près 7% de la population salariée qui est syndiquée. En Allemagne, vous en avez 22. En Royaume-Uni, vous en avez 23. Et ce qu'il y a de plus significatif, c'est la dépense de ces syndicats par syndiqué, par adhérent. Et là, c'est assez effrayant. On a, en France, ces syndicats dépensent 1800 € par, je ne sais pas comment on dit, membre syndiqué. En Allemagne, c'est 183 €. Au Royaume-Uni, c'est 170 €. Alors, quand on nous parle depuis 30 ans de l'insuffisance de dialogue social dans ce pays, on se demande à quoi sert cet argent. Alors, à cela, on peut ajouter le fait que le financement public en France est de 52%, plus auquel il faut rajouter 42% financés par les entreprises, donc il en reste à peu près 7% par les cotisations syndicales, alors qu'en Angleterre et au Royaume-Uni, le financement public est de 20%. Donc déjà, ça coûte donc à l'État français la moitié de 3,8 milliards, c'est-à-dire 1,9 milliard, 1,8 milliard exactement. Et si on ramenait les dépenses par syndiqué et le financement, la quote-part financée par l'État, on pourrait déjà faire sur le budget de l'État 1,9 milliard d'euros d'économie. Alors, évidemment, c'est très provocateur, mais si on commençait déjà par dire nous allons réduire progressivement la manne publique, je pense que ça inciterait quand même les syndicats à aller chercher les adhérents et à ce moment-là à se concentrer sur leur vrai rôle plutôt que de là on a vraiment l'impression qu'ils vivent pour eux-mêmes et qu'ils vivent grassement pour eux-mêmes. On l'a évoqué tout à l'heure dans ces surcoûts dont nous faisons l'objet. Pour rebondir ensuite sur ce que vous avez dit à propos du salaire complet, et non pas du pain complet, mais du salaire complet. Je voudrais rappeler une discussion que j'ai eue avec l'ancien patron d'Air France, qui m'expliquait qu'ils avaient fait faire une étude pour savoir ce qu'ils économiseraient en coûts fiscaux et coûts sociaux, enfin de charges sociales et patronales, s'ils se délocalisaient dans un pays très exotique qui s'appelle l'Allemagne. Eh bien, ils avaient établi le calcul, mais très, très sérieusement, 600 millions d'euros d'économie chaque année. 600 millions sur un chiffre d'affaires de 15 milliards, ça fait 4%. Et s'ils allaient en Hollande, et ils sont bien placés pour le savoir, ça serait encore 170 millions d'euros d'économie. Donc vous voyez une entreprise Air France qui paye 4% d'impôts, hors effet IS bien sûr, 4% d'impôts en plus que sa grande concurrente allemande de l'autre côté de la frontière, et qui évidemment perd des parts de marché, évidemment perd de l'argent, et que nous allons devoir recapitaliser en tant que contribuables
associé pour la circonstance, cette année. Donc c'est là où on voit la perversité de ce système français, où notre surcoût de dépenses publiques est financé à 60-70% sur le travail et sur les entreprises. Et donc ce qui explique la chute des marges des entreprises industrielles depuis 15 ans. Et donc quand on nous parle de compétitivité coût ou hors coût, pardonnez-moi, mais c'est du foutage de gueule. Parce que quand vous avez des entreprises françaises dont les profits baissent de 40%, de 25% en 10 ans, alors que les Allemandes augmentent de 40%, on n'a pas la même capacité financière pour financer de l'investissement, de l'innovation, des développements à l'export. Et donc au fil des années, les produits sont de moins en moins, la qualité relative se détériore et notre balance commerciale s'effondre. Pour revenir à Thomas More, on essaye de continuer à publier et surtout d'aller de faire tant qu'on peut des émissions de radio, de télévision, des conférences pour essayer de diffuser ce message. Et puis on est dans une phase, j'ai vu passer le bol tout à l'heure, où on essaye on a préparé une espèce de petit document de levée de fonds pour essayer de se donner des moyens financiers beaucoup plus importants pour diffuser ces messages, comme quoi notre modèle économique est un modèle d'appauvrissement collectif et donc de création de ce qu'on appelle ce surchômage français qui, comme je l'avais rappelé la dernière fois, est de 40% supérieur en moyenne à la moyenne des pays développés. Donc on peut on crée, si vous voulez, on veut protéger l'individu, mais pour protéger l'individu, on affaiblit l'écosystème dans lequel il vit. Et comme on affaiblit son écosystème, l'année d'après, il y a plus d'individus à protéger. Donc on lève plus d'impôts, et on réaffaiblit, et ça fait 10 ans que ça dure. Et alors la particularité de cette dernière mandature, c'est qu'on était sur une pente glissante, la crise nous a mis sur une pente là, et les autres nous mettent encore sur une pente encore plus glissante. Donc on se demande jusqu'à quand ça va pouvoir tenir. Et on a le répit des élections allemandes, mais je pense qu'à partir du mois d'octobre, ça va beaucoup moins rigoler. Donc voilà, un petit peu, nous, il n'y a pas d'action spécifique précise, il y a toujours cette idée de publier pour susciter l'intérêt des médias et reparler, et puis avec ce projet de voir si on commence à voir des gens pour essayer de lever de l'argent de façon un peu plus significative pour pouvoir communiquer et diffuser et publier plus sur ces questions-là. Voilà. Merci. Merci infiniment. J'ai envie de rebondir 2 minutes, s'il me le permet, en redonnant la parole à notre ami Julien, qui ne m'écoute plus. S'il veut bien, pendant quelques minutes, nous parler de son dossier sur la CGT. Parce qu'au départ, on avait prévu de mettre ce sujet à l'ordre du jour, mais on a préféré mettre en avant ce projet tout à fait actuel sur les communes. Donc, en 2 mots, Julien, rappelle-nous quel était ce dossier. Oui, en 2 mots. Alors du coup, comme j'ai pas révisé mes chiffres, mais Monsieur de Silol a fait le résumé du coup des syndicats, donc c'est très bien. Il est intervenu sur le sujet que je devais traiter. En gros, notre dernier dossier, c'était le livre noir de la CGT. Enfin, non, c'était pas le livre. Enfin, vous voyez, j'ai pas révisé. Dossier sur la CGT, les scandales de la CGT. Donc c'est un compendium de ce que coûte la CGT à la société française en termes de coûts d'abord, mais aussi en termes de fermeture d'usines, quels sont les scandales des CE, enfin tout ce qu'on entend de temps en temps par bribes dans la presse est condensé pour vraiment montrer que c'est un cancer de la société, enfin la CGT fait partie des cancers de la société française. Donc preuve à l'appui, chiffres à l'appui pour montrer que la CGT est plus nocive que bénéfique aux salariés français. L'idée, c'est que c'est toujours dans le style des dossiers du contribuable, donc c'est très accessible dans le ton
et dans la forme, et donc on peut le filer à sa coiffeuse, à son boulanger, à son plombier, enfin tout le monde peut le lire. En fait, c'est pas un dossier très complexe. Et sinon, oui, je rebondis sur la CGT. On l'a pas mis dans le dossier CGT parce que ça arrive après. Vous savez que les grévistes de PSA à Aulnay, en fait, sont soutenus financièrement par les communes de façon complètement illégale, qui ont versé des subventions d'aide aux syndicalistes, ce qui est complètement interdit. Donc on a fait passer un article là aujourd'hui dessus, mais on en avait passé aussi un il y a une dizaine de jours. Capital l'avait repris. C'est pas des sommes énormes, donc c'est pas dans le sens, ça va pas appauvrir la France puisque c'est de l'ordre de 60 000 €. Mais les maires, pour acheter la paix sociale et puis s'acheter de la clientèle, filent des chèques à des associations fantômes de la CGT pour aider pour soutenir l'effort de grève. Si vous habitez dans les villes du 9-3, parce qu'en fait, il faut habiter pour avoir intérêt à agir, il faut habiter dans les villes. Vous pouvez saisir le préfet, donc on peut vous aider. Donc si jamais vous habitez à Aulnay, à Drancy ou autre, signalez-vous ou signalez-le aux habitants et on enverra des lettres. On a des contribuables déjà qui ont envoyé des lettres au préfet, mais plus en prenant plein la tronche et comme c'est illégal, ils intenteront des actions et ils feront. Alors soit le préfet fera annuler les subventions, soit derrière ça sera tribunal administratif et les subventions seront annulées. Est-ce que les gens vont rendre l'argent? Pour l'instant, comme c'est récent encore, les subventions, il faut les voter en conseil municipal. Entre le moment où elles sont votées et le moment où elles sont versées, il y a du temps qui peut passer. Puis après, on peut obliger la CGT à les rembourser. Enfin bon, il y a plein de façons pour agir. En fait, l'idée, c'est tant qu'on se mobilise pas, personnellement, ils agissent en toute impunité. Hein. C'est pas c'est malheureux, c'est dur à faire. C'est-à-dire, faut agir sur le terrain, mais si on fait rien, il se passera rien. Donc là, c'est une action simple, mais ça permet il faut les faire suer, les syndicats. En gros, il faut faire ce qu'ils font, les pourrir jusqu'à ce qu'ils raquent et qu'ils aient plus d'argent. Ils ont d'ailleurs, en fait, ils sont assis sur des tas d'or. Ils ont justement, Didier le Maréchal avait fait une analyse des comptes de la CGT. Ils ont 80 millions d'euros au minimum placés en trésorerie, et dont la moitié placée en bourse, dans des fonds d'investissement. Enfin, c'est des vrais capitalistes avec l'argent des contribuables, en fait. Donc en gros, ils vous piquent votre pognon, ils coulent l'emploi et ils s'achètent des vacances avec votre pognon. Donc voilà, c'est le dernier dossier de la CGT qui permet d'être vraiment ravi des choses de la façon dont les choses se passent. Merci Julien. Je vais donner la parole 1 minute à Didier qui a participé à ce dossier et donc qui a sans doute son petit mot à dire. C'était simplement pour confirmer les propos de Julien. Alors, les 80 millions dont il parle, c'est même un peu plus. C'est uniquement le travail qu'on avait fait. On avait été chercher sur le site des journaux officiels les comptes qui avaient été déposés, parce qu'il faut savoir qu'une organisation syndicale maintenant, qui a plus de 230 000 € de ressources par an, est tenue de déposer ses comptes, avoir un commissaire aux comptes et déposer ses comptes aux journaux officiels. Donc en fait, c'est très, très, très sommaire, parce que le Crédit contribuable avait à peu près identifié 20 000 ou 30 000 satellites de la CGT. Là, on en a référencé une trentaine. Donc, alors on va pas extrapoler 80 millions, 30 et X milliards par rapport aux 30 000, mais il est clair que le matelas de trésorerie qu'ils ont en leur possession est bien supérieur aux 80 millions qu'on a identifié et qui est certain, puisque on les a extraits, ces données, des comptes qu'ils ont eux-mêmes déposés. Donc voilà. Bien, alors tout à fait dans le droit fil de ce que je disais quelque temps avant sur les gens qui sont déjà intervenus et qui vont encore intervenir pour nous dire où ils en sont. Je vais donner la parole plus tard, je reviendrai vers vous, monsieur. Je vais donner la parole à notre ami Patrick de Casanova. Merci Jacques. Oui, je vais rebondir sur ce qui a été dit en partant de la sécurité sociale et de la santé, puisque c'est ma partie en quelque sorte. Je suis très content qu'Axel Arnoux soit ici parce que mes précédentes interventions, je vais commencer mon propos en disant la première chose à faire si vous voulez réformer la sécurité sociale et la société française, c'est de mettre en place le salaire complet. Alors je l'ai mis, première mesure, le salaire complet. Après, j'en ai ajouté une deuxième qui était la flat tax pour ne pas prendre d'une main ce qu'on rend de l'autre. Et j'ai ajouté une troisième qui était libérer l'immobilier et fiche la paix aux gens avec la propriété foncière. Alors, je vais rebondir là-dessus sur la manière dont on peut, dont j'ai réfléchi, j'en ai parlé un petit peu à Jacques tout à l'heure, dans la manière dont on peut faire passer ce message.
Vous avez tous compris qu'il est évident que si l'on dit à un Français d'emblée, il faut supprimer la Sécu, je suis mort si je passe la porte. Je me fais lyncher, c'est invendable. Par contre, si vous dites aux Français, comme tout à l'heure, voici ce que vous gagnez, voici ce qui vous appartient, voici ce que vous pouvez en faire, et après on peut ajouter voici ce que l'on vous prend sans vous demander votre avis, c'est très différent. Ils vous écoutent et ça marche, parce que j'ai parlé à la première réunion d'une patiente qui était caissière au supermarché, vous en souvenez, c'est elle qui m'avait parlé en me disant qu'est-ce que ce serait bien docteur si on avait tout notre argent. Donc j'ai fait une pause quand même dans la consulte et je lui ai dit on va parler là. Hein. Donc, et tout à l'heure avant de partir, j'avais un problème d'informatique et mon informaticien a découvert que j'avais écrit un bouquin, il m'a dit de quoi vous parlez? Alors je lui ai dit je parle que si vous aviez la totalité de votre salaire, vous pourriez vous assurer comme vous voulez. Et vous pourriez, si on vous dit je vous rembourse moins, vous payez plus, vous dites au revoir et vous allez voir une autre compagnie d'assurance. Il m'a écouté très sagement, il a dit je vais en acheter un, il est parti avec une petite pile de prospectus que j'ai dans mon cabinet médical. Donc, le message sur le salaire complet, je pense, est intéressant et les gens écoutent. Je pense que pour le faire passer, il faut s'adresser aux individus, c'est-à-dire aux personnes. Parce que, comme dirait Frédéric Bastiat, les individus sont les seules réalités concrètes. Un syndicat, c'est un ensemble d'individus, un pays, c'est un ensemble d'individus. Les individus sont les seules réalités concrètes. Et les individus sont mus par leur intérêt personnel. Et leur intérêt personnel, c'est le salaire complet. Et ensuite, le libre choix, ils font ce qu'ils veulent. J'ai pensé, j'ai touché 2 mots à Jacques tout à l'heure, qu'il serait intéressant qu'on finisse par sortir de ces réunions, par faire naître plutôt de ces réunions alternatives libérales, quelque chose que l'on pourrait appeler un comité exécutif, qui passerait à l'action de terrain. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra sortir de l'Internet et aller à la rencontre des gens. Sur les marchés, faire des réunions Tupperware, faire ce que vous voudrez, mais il faudra aller à la rencontre des gens. Et quand vous irez à la rencontre des gens, il faudra avoir des billes. Et la première bille que je vois, c'est ce fameux salaire complet. Si vous voulez présenter le salaire complet, il y a une chose qui est intéressante, je suis absolument d'accord avec vous. Aux européennes, nous avons une opportunité extraordinaire. Pourquoi? Parce que contrairement au municipal, on peut parler des idées, on peut défendre les idées libérales de manière beaucoup plus pratique qu'aux élections municipales. Aux élections européennes, ce sont des scrutins de liste. Il faut que nous arrivions, nous libéraux, à avoir une liste dans chaque région, en atteignant au moins le seuil de liste de la représentativité pour avoir accès aux médias. Nous ne sommes pas, enfin, l'élection ne nous intéresse pas. Nous avons tous un métier. Moi, je suis médecin. Vous avez tous des métiers. Mais par contre, si nous arrivons à monter une liste à chaque région, en ayant accès aux médias, les gens seront obligés de nous voir passer à la télévision et de nous écouter. Et nous pourrons, puisque monsieur prépare un programme, nous pourrons diffuser ce programme de manière très intéressante. En attendant, nous n'avons qu'un an pour le faire, il faut aller sur le terrain. Et sur le terrain pour les Français, je proposerai que le comité exécutif, en quelque sorte, trouve les moyens de faire des tracts, ou des marchés, ou des boîtages, comme on dit quand j'étais militant dans un passé, en parlant des salaires complets. Et si nous n'avons qu'un seul, mais vraiment un seul message à faire passer auprès de nos concitoyens, c'est le salaire complet. Je ne serai pas là le 13 juin, je suis à un congrès médical à Lille. Mais je remonte 2 fois à Paris. Une fois le 13 avril, une fois le 15 mai. Donc on peut se débrouiller pour éventuellement commencer à travailler là-dessus. Si on doit décider quelque chose, si on doit agir sur le terrain, il faudrait faire comme quel thème choisir. Je proposerai le salaire complet. Et on matraquerait le salaire complet. On ne va pas commencer à distribuer le salaire complet au marché des activités où il y a du monde. C'est plus intéressant de débarquer à 20 ou 30, là où il y a plein de monde. On se met un signe distinctif et on y va, on distribue, gentiment.
Une fois que c'est fait, les gens nous connaissent. Ensuite, quand ils verront apparaître nos candidats libéraux, ils connaîtront. Et puis le salaire complet, c'est apolitique. Parce que Bastia a fait de la politique, mais Bastia a voté à droite ou à gauche. Il votait selon l'intérêt des gens. Et il s'adressait aux individus. Nous avons là le moyen de nous adresser aux individus. Donc si je proposerais de faire ce qu'on appellerait un comité exécutif pour mettre en place simplement ça, un seul objectif, débarquer dans les rues avec le salaire complet, aller à la rencontre des gens avec le salaire complet. Il y a bien un communicant quelconque qui va nous préparer les tracts pour faire ça. L'autre élément, c'est quand nous aurons mis en place ce réseau de militants, il sera prêt pour les européennes et puis il sera prêt pour le 2017. À ce moment-là, 2017, j'espère bien qu'il y aura un candidat libéral qui sortira des rangs et puis c'est vrai, Jacques, les politiques actuelles, ils regardent le libéralisme comme un devoir, le pape comme une division. Et moi, je suis un partisan des comités de l'offre. Donc, il faut leur offrir des candidats libéraux. Si nous leur offrons des candidats libéraux pendant les élections européennes, l'offre étant là, ils vont voter pour nous. Si on leur offre personne, ils vont rien demander. Ils vont jamais voter pour nous. On va rester avec l'idée qu'on fait 3%. Et personne n'en sait rien. Ça fait des années qu'il n'y a pas de candidats libéraux. On ne sait pas. Donc, je vous propose, on fait un comité exécutif. Alternative libérale continue, bien entendu. On fait un comité exécutif. On met en place une action militante sur le salaire complet. Liberté Chérie chez le faire, et les anciens militants ici, on saura le faire. On se prépare, on a un réseau militant pour les élections européennes, et on fait un crash test aux européennes, et on est prêt, et après, on se crache pas, toujours un peu de surpris. Et pour les présidentielles, à ce moment-là, on est prêt pour le carton. Les sous. Alors, pour les sous, le sous n'est pas, alors, partisan de l'économie de l'offre, je vais te dire, les sous, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, les moyens matériels, ça vient après. Ce qui compte, c'est les moyens humains. Si vous avez des moyens humains et des gens qui vont vous contribuer à l'associer, vous pourrez nous sortir un tract sur la finance des communes. Mais un autre tract pourrait être fait pour les finances, pour le salaire complet, que vous imprimez chacun sur votre imprimante et que vous distribuez. L'Internet permet des choses fantastiques. Nous avons besoin de militants, en fait. Vous prenez votre train, vous venez jusqu'ici à Paris, si on donne rendez-vous à Paris, on se fait une rue, on se fait une boitage de rue, le papier, même si du papier comme ça ne va pas vous coûter les yeux de la tête. Par contre, Monsieur Dussillol cherchez les sponsors, bien sûr, va chercher aussi des sponsors. Mais à partir du moment où vous avez, pour vos sponsors aussi, vous leur offrez une action, en vertu de l'économie de l'offre, je pense que les sponsors vont venir. Et je pense que l'intérêt pour les Européennes, c'est pas tellement d'être élu ou de faire une campagne extrêmement chère, c'est d'avoir accès aux médias, c'est de rentrer. Ensuite, l'accès aux médias, il suffit d'avoir un nombre de listes suffisant, de franchir le seuil, d'avoir accès aux médias. On ne peut pas, enfin, à mon avis, vous allez me dire qu'il est fou de Casanova, un peu, mais on ne peut pas continuer à dire, on n'a pas de sous, on n'a pas d'argent. À un moment ou à un autre, il faut y aller. Donc, je vous propose ça. Merci. Merci Patrick. Monsieur voulait poser une question, je lui demande d'aller très vite s'il veut bien, parce que j'ai encore deux autres intervenants. C'était juste une précision par rapport à la CGT. J'ai travaillé à l'imprimerie du Journal Le Monde pendant un certain temps, et j'étais contrôleur de gestion, et je peux vous dire que les ouvriers du livre, qui font partie de la CGT, je peux parler maintenant puisque j'y travaille plus, donc il y a prescription, on va dire. Les ouvriers du livre gagnaient plus que le patron, et en plus c'était même pas le patron qui gérait les ouvriers, c'était les ouvriers eux-mêmes qui géraient. La plupart du temps aussi, parce qu'on parlait de privilèges de la CGT, etc., il y avait ce qu'on appelait des permanents entre guillemets. C'était des individus qui allaient d'un endroit à un autre, comme ça, on savait pas très bien où ils allaient, et ils étaient payés aussi beaucoup plus cher que n'importe quel salarié dans l'entreprise qui n'était pas ouvrier du livre. Donc c'était juste pour faire une précision par rapport à la CGT, voilà. Maintenant, je vais donner la parole à votre voisin, très beau jeune homme avec une chemise bleue foncée, qui était présent au mois de septembre, qui nous a parlé d'un livre, si vous vous rappelez, à mon avis vous avez oublié, mais il va nous dire un petit peu ce qui s'est passé à la suite de son intervention et à la suite du lancement de ce livre. Ulrich, c'est à toi. Donc Ulrich Génisson, cofondateur du collectif La Main Invisible,
donc qui a édité ce livre. Je rappelle rapidement la petite histoire. Donc 17 octobre 2011, naissance du projet. En fait, l'idée c'était de rédiger un livre qui fédérait tous les libéraux de tous les courants pour essayer de toucher justement des non-libéraux. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1, c'était de sortir des cercles traditionnels du libéralisme. Donc 100 auteurs, 100 idées, 100 pages, des économistes, professeurs, monsieur, madame, tout le monde, des salariés, des étudiants, des retraités, sur 100 sujets, donc aussi bien des sujets théoriques que des sujets pratiques. Donc le 20 septembre 2012, quasiment 11 mois après la sortie officielle du livre, sachant que nous avons édité une préédition que monsieur Arnoux a dû avoir par mon binôme toulousain Stéphane Gère. Ça y est, ça lui revient avec le sujet du salaire complet. Voilà. Et donc, il y a eu 2000 exemplaires qui ont été donnés directement par les 100 auteurs et les 100 supporters. Donc, étape numéro 2, la promotion de l'ouvrage, parce que l'objectif, c'était pas de sortir le livre, c'était de le faire lire. Donc, il faut en vendre beaucoup, il faut l'écouler au maximum de toutes les manières possibles. Donc, nous l'avons offert à 350 journalistes. On a vraiment touché toutes les rédactions, que ce soit télé, presse écrite, on a vraiment touché un maximum de journalistes. On a eu accès à un fichier très privilégié puisqu'on a eu les adresses personnelles de 150 célébrités. Donc quand je dis célébrités, c'est des sportifs de haut niveau, c'est des chefs d'entreprise, c'est des personnes du showbiz. Donc soit des gens qui éventuellement avaient la liberté d'esprit pour pouvoir en parler, comme Gérard Depardieu par exemple, ou soit carrément des opposants comme Josiane Balasco, juste histoire de la provoquer. L'idée c'était vraiment de faire parler du livre par tous les moyens possibles. Donc ça a été de Valéry Giscard d'Estaing à Albert Frère en Belgique, on a arrosé vraiment le maximum. Il y a eu 50 exemplaires qui ont été distribués donc gratuitement, qui nous ont été financés par un sponsor au Salon des nouvelles technologies des entrepreneurs à Colmar. Donc là on a touché directement 50 entrepreneurs. Quand je dis entrepreneur, c'est au sens noble du terme, parce que le terme entrepreneur, maintenant, il regroupe des gestionnaires de fonds, on ne sait plus trop maintenant si c'est des managers, des salariés, des patrons. Pour moi, un patron, c'est quelqu'un qui détient une part significative de son capital, qui risque sa chemise tous les jours quand il va se lever, et donc qui est chez lui. Alors que maintenant, je trouve justement par rapport aux syndicats que la majorité des ce qu'on dit entrepreneurs, en fait, ce sont que des salariés qui doivent rendre des comptes à un conseil d'administration. Les gens qui sont au conseil d'administration sont encore des salariés. Et le vrai esprit d'entreprise, il disparaît petit à petit par les fonds d'investissement. Donc maintenant, le fait que les vrais capitalistes qui créent des entreprises et qui se mouillent ont été chassés par les droits de succession, etc. Et on a mutualisé l'épargne par des gens qui le gèrent mais qui sont absolument salariés. Ils défendent les mêmes intérêts qu'une personne qui gagne 1000 euros. C'est-à-dire que le gars qui est en bas de l'échelle et le gars qui est tout en haut finalement est salarié. Donc on n'a plus vraiment cet esprit d'entreprise. Donc pour en revenir à la communication, on a édité 500 dossiers de presse, donc étant envoyés à 500 rédactions. On a imprimé 20 000 flyers, 5 000 stickers avec Frédéric Bastiat dessus. On a envoyé un communiqué de presse qui a été remis à 8 000 journalistes. On a fait un site web, page Facebook, compte Twitter, chaîne YouTube, etc. Donc avec les moyens du bord, hein. Chacun a participé dans la mesure de ses moyens et de ses compétences pour faire le maximum de promos. Alors les retours, on a donc des retours de Patrick Poivre d'Arvor qui nous a fait un courrier, Valéry Giscard d'Estaing, Baron Albert Frère, Alain Delon, bon, ça fait plaisir, on a un courrier d'Alain Delon chez soi. Mais bon, à côté de ça, la grande déception, ce sont les médias. Donc, pour faire le bilan, on a une publication dans le journal Le Soir en Belgique, on a l'Alsace en France, on a Emmanuel Le Chip qui en a parlé sur France Inter, une petite interview dans Nouvelles de France, passage radio chez Sud Radio. Je suis passé quand même derrière Copé et puis je sais plus un sénateur socialiste. Radio Courtoisie, une radio québécoise qui aime bien m'appeler tous les mois. Je suis le petit libertarien français. J'ai l'impression que je suis le seul libéral français. J'ai l'impression que c'est correspondant France Libre. Au Québec, ils ont les mêmes problèmes que chez nous. Hein. C'est totalement identique. Hein. Et on a surtout 61 blogs ou sites internet qui ont parlé de nous. Donc tout ce qui est apparenté au libéralisme, un peu de critique littéraire, etc. Donc voilà.
Donc le bilan, c'est 2000 exemplaires d'après édition achetés directement par les 100 auteurs et 100 supporters. Seulement 1970 exemplaires vendus en papier. Voilà. Donc ça, c'est librairie, salon du livre libéral, même la FNAC nous a distribué. Mais surtout, principalement Amazon. Amazon, c'est clair que si on n'y est pas, on se coupe une grande partie de sa clientèle. Rien qu'Amazon, c'est 400 exemplaires. Une déception qu'il n'en est pas une, parce que moi, je m'en doutais, les éditions électroniques, faut savoir que sur 1970 exemplaires vendus, 30 en format électronique, qui comprend Kindle, e-book, etc. L'édition électronique en France, tout le monde en parle, mais on voit rien. Hein. Alors, aux États-Unis, ça a pris la moitié des parts de marché sur Amazon. En France, on attend encore. Voilà. On a quand même tenté une inscription au Guinness Book pour le record du monde du nombre d'auteurs dans le même ouvrage, qui est actuellement à 50, mais il faut rédiger un livre en anglais. Donc les livres rédigés en une autre langue que l'anglais, ça compte pas. Voilà. Donc il est clair et net qu'on a buté sur les médias, même après un acharnement envers certains journalistes qui auraient pu nous parler de nous, soit ils n'ont pas réussi à comprendre le livre, soit étant donné qu'il y a 100 auteurs, ils n'ont pas réussi à mettre un visage dessus, soit il est clair que les idées libérales c'est beaucoup trop radical pour eux. Donc on n'a pas réussi à percer les médias. Voilà où on en est. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas que ça change. Eric, que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Non, j'insiste parce que j'ai suivi ce travail de très près et Ulrich et Stéphane ont fait un travail exceptionnel pendant des mois et des mois. Je pense que leurs problèmes familiaux ont dû en souffrir pendant pas mal de temps. Et le résultat, malheureusement, il est très très maigre. Et il est très très maigre parce que ça ne passe pas dans la presse. Parce que la presse n'est pas intéressée par ça. Donc voilà la raison, je pense. Et il faut peut-être pas baisser les bras. On peut peut-être le relancer. Est-ce qu'il y a un moyen de le relancer? Je sais pas, en parler dans les sites, sur les sites. On en a beaucoup parlé au moment où il est sorti, sur Facebook, tout le monde a mis son petit message, a fait des photos pour montrer qu'il était l'auteur et ainsi de suite. Et puis il faut bien avouer qu'après il n'y a plus rien. Donc là, je pense qu'on est dans le creux de la vague. Et il faudra arriver à le ressortir, mais c'est pas à toi que je vais le demander, parce que je sais le travail que tu as fait et tu vas pas recommencer. Voilà, je lance l'idée, comme tout à l'heure, notre ami Patrick en a lancé une. Si je peux ajouter, sachant que, comme tu le sais, Jacques, on a rédigé un livre libre de droit, ce qui a été une première quand même. Les textes sont totalement libres, tout le monde a abandonné ses droits d'auteur et chacun peut les reprendre comme il veut. Donc s'il y a une association qui veut reprendre soit l'intégralité, soit une partie des textes, ils sont totalement libres. Donc des fiches sujets, reprises sur Internet, enfin tout est possible avec ce livre. Voilà, ça peut être une solution. Merci encore. Je voudrais demander à notre amie qui est en bout de table là-bas si elle veut nous dire un petit mot, parce que je connais quelqu'un qui est en train de faire un travail absolument extraordinaire, avec un risque énorme. Et telle que je la connais, elle va aller au bout. On va la voir surgir. Au bout des parrainages, ça va être déjà difficile. Donc je suis candidate, parce que je ne sais faire que ça. Et c'était la seule élection à laquelle je ne me suis pas encore présentée dans le Gers. Et il reste la présidentielle. Vous m'avez donné des idées pour 2017. Avant, il faut que j'ai 300 parrainages pour être candidate à la primaire UMP Paris. L'UMP n'est pas franchement libéral, l'UDI n'est pas plus libéral actuellement, donc je m'offre je ne sais pas qui, à des pas libéraux, mais je saisis ce moyen comme à chaque fois pour essayer de faire passer un discours libéral. Et comme je n'aurai pas les parrainages, je n'irai pas bien loin, mais au moins je montrerai, si je le peux, que le système est verrouillé. Je vais le dire demain à Monsieur Philippe Goujon, il doit le savoir, ça changera pas grand-chose dans sa vie. Et puis essayer de petit à petit faire connaître, ce que vous faites encore mieux que moi de façon intellectuelle et concrète, puisqu'il y a plein d'idées concrètes, le travail des libéraux et les idées qu'Alain Madelin nous encourage à reprendre. Et j'ai besoin de parrainage quand même pour avoir l'air sérieuse, même si j'en ai pas 300. J'espère que ceux qui votent à Paris, on ne vote pas beaucoup à Paris, auront l'amabilité de venir sur mon site,
qui s'appelle 12 de Franlieu 2014 et qui vient de s'ouvrir. Et je crois que vous devriez y trouver très rapidement le bulletin de parrainage dont j'ai besoin. À bientôt. Merci Douce et bon courage. Pour parrainer, il faut être cadre UMP, militant UMP ou n'importe qui peut parrainer? Primaire ouverte, donc il suffit d'être électeur parisien à jour de son inscription sur les listes électorales. 300 c'est possible, non? Il n'y a pas 300 parisiens libéraux? On va essayer de battre le rappel alors. Si c'est possible, et il me faut en plus, c'est là où ça risque d'être très amusant, 10 parrainages d'élus parisiens. Alors là j'ai un choix énorme, ce sont les conseillers municipaux, les conseillers de Paris, les conseillers régionaux, les sénateurs, les députés et même les conseillers, je ne sais pas très bien qui c'est, sur les listes européennes. Donc pour la partie de Paris. 10, ça paraît pas beaucoup vu sur le nombre absolument incroyable qu'il y a, mais les deux auxquels je pensais ce matin m'ont dit non. Et ceux auxquels je ne pense pas vont encore plus me dire non. Donc c'est déjà cuit. Mais j'aimerais quand même je vais quand même pendant les 15 jours, les 3 semaines qui viennent de m'être données, puisque Madame Dati a râlé il y avait 2 semaines, moi, je me suis plaint de rien, hein. On nous a refilé une semaine de plus, je vais quand même aller les voir pas tous par un, mais leur envoyer un mail et en essayant de les mettre au pied de leurs responsabilités, puisque la France est en faillite. Ok, merci tous. Voilà, non, mais je crois qu'on peut encore l'applaudir parce que ce qu'elle fait est magnifique. Je voudrais maintenant donner la parole à notre ami Quentin. Je le vois plus. Ah si, pourtant il est en face de moi. Pourquoi je lui donne la parole maintenant? Pour la raison suivante, je vous l'ai dit, je vous l'ai fait sentir plusieurs fois, nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin de faire savoir, nous avons besoin de disséminer notre message au travers de tout ce que vous avez, de tout ce que vous faites, de vos sites, de vos blogs, de vos newsletters. Et s'il vous plaît, écoutez-moi, essayez de le faire. Je crois que nous y arriverons si nous y mettons tous. Et nous avons la chance d'avoir, en la personne de Quentin Michon, quelqu'un qui représente Contrepoint, que vous connaissez tous, et qui est très visible sur le net, et qui, très souvent, ouvre ses colonnes à nos différentes élucubrations libérales. Quentin, à toi. Merci beaucoup, tout d'abord. Peut-être juste pour rappeler brièvement, en fait, Contrepoint, donc c'est un site internet d'information libérale. J'ai besoin d'être collé au micro, non? Bon. Qui a été lancé en 2010 par l'association libéraux.org, qui est aussi derrière Wikibéral, une encyclopédie libérale. Enfin, le but vraiment de l'association, c'est essaimer sur internet et diffuser le message libéral autant que possible. Donc Contrepoint, c'est un nouveau pas dans ce domaine-là pour investir le domaine médiatique. La façon dont on voit le projet, c'est vraiment une caisse de diffusion de tout ce qui se fait de bien dans les idées libérales, sans anathème, etc. On relaie vraiment tout ce qui se fait de bien. On le voit vraiment comme un outil à la disposition de toute la communauté libérale pour relayer vraiment tout ce qui se fait de bien. On a le plaisir de contribuer à faire connaître des articles de beaucoup de personnes ici, que ce soit à l'ALEPS ou à des individus. Enfin, vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. On se voit également, dernier point, comme un vecteur pour diffuser les bonnes pratiques dans la communauté libérale sur comment communiquer sur Internet. On a une certaine expertise là-dessus et on est ravis toujours, si vous avez des questions, en particulier sur l'usage des réseaux sociaux, des sites Internet, etc., de les diffuser et d'aider à faire connaître tout ça dans le milieu libéral. Toujours dans un axe de diffusion tous azimuts, et on a eu encore de très bonnes nouvelles récemment où on a appris qu'on a réussi à faire passer un certain nombre de textes dans des manuels scolaires, des extraits. Je sais que par exemple il y a un extrait de l'ALEPS, un extrait d'un article de Jean-Yves Naudet que le CNED vient de reprendre. Donc bon, globalement, cette idée d'essaimer, de diffuser très largement paye, et on en est très content. Par rapport à la première réunion à laquelle j'avais participé, je crois en septembre, la toute première, on est très content de continuer à croître sensiblement, en avance même sur notre plan de développement, c'est-à-dire que on voudrait à 5 ans faire x5 en audience, ce qui nous mettrait au niveau des pure players de l'information comme Slate ou Atlantico.
On est actuellement en avance sur cet objectif et là on est à plus 50% depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On touche 220 000 visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire des personnes différentes qui sont exposées ainsi aux idées libérales. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Alors on est très content aussi parce que ça permet vraiment de diffuser toutes ces idées, de faire connaître un nombre de personnes. Si je dois prendre 2 exemples, ce qui nous a fait très plaisir, c'est de réussir à faire connaître des auteurs qui ont été repris derrière par d'autres sites. Et également, je sais qu'on sert maintenant de poisson pilote pour Atlantico sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels ils voient qu'on insiste et qu'ils vont tester derrière pour voir si ça prend. Donc on est très content, on est en train de déplacer progressivement à notre petite échelle l'échiquier médiatique, lentement, etc. Mais on s'inscrit vraiment dans la durée. Et donc c'est une excellente chose. Je sais par exemple sur les éoliennes ou d'autres sujets, ça y est, on commence à influer. Le point qui est essentiel et qu'on avait déjà abordé la dernière fois, c'est on se positionne clairement dans une démarche de professionnalisation. L'historique de l'association, c'est purement associatif, mais on veut vraiment utiliser tous les moyens possibles pour diffuser largement les idées auxquelles on croit. Donc, au niveau de la levée de fonds, je serais assez d'accord avec Patrick de Casanova. Quand vous faites quelque chose qui marche, au final, l'argent vient presque tout seul. J'exagère un peu, presque. Mais au final, c'est assez encourageant. Et à partir du moment où vous arrivez avec des bons projets et que mine de rien, ça marche. Et donc, on est assez content de progresser sur cette voie-là. Deux exemples de ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois. Professionnaliser en fait le community management. Pour ceux auxquels ça ne parle pas, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook, etc., qui est un énorme vecteur de trafic, 20% de notre audience, et on peut encore facilement, je pense, augmenter de 50%. Donc bon, ça va être la première étape de cette professionnalisation. Une autre étape très importante c'est la création d'un poste de secrétaire de rédaction pour vraiment prendre de l'avance sur l'actualité et piloter la production de contenu éditorial et vraiment être en mesure de réagir. Pour prendre un exemple très concret, quand vous sortez vraiment de l'actualité à chaud et pas avec 24 heures de retard, très facilement vous pouvez être repris à droite à gauche et ça ça va être clairement notre axe de travail. On a encore beaucoup d'axes à améliorer quand même, ça c'est clair, et on est encore petit, mais dans une large mesure ça tient au fait qu'on ne parle pas d'astrologie, de sexe ou de people par rapport aux autres sites, et mine de rien ça joue énormément. En fait, toute notre audience est faite avec des articles de fond, et je pense très sincèrement qu'on n'est pas loin du tout d'Atlantico en termes d'impact. C'est-à-dire que les articles de fond, les articles qui véhiculent un message, on est, à mon avis, entre 50 et 75% de leur audience là-dessus. Donc c'est vraiment très encourageant. Il va falloir poursuivre notre développement financier clairement pour travailler là-dessus et accélérer encore. Et il y a un point très précis sur lequel sur lequel on travaille et si vous avez des idées de contact, je suis très intéressé. On cherche un avocat spécialisé en droit des associations pour revoir ça doit sûrement exister dans le milieu libéral, mais si vous avez des idées de nom ou de contact, on est extrêmement intéressé. Avez-vous essayé de demander à Jean-Philippe Feldman? On n'a pas. Je sais pas s'il est très sur les associations. Droit des contrats, associations. Peut-être juste pour préciser, en fait, la problématique, c'est celle du rescrit fiscal pour la déductibilité des dons. Oui, Jean-Philippe Delsol aussi, éventuellement. Voilà. Enfin, il y en a au moins deux qui pourraient. Oui. Alors je prends bonne note. Voilà, donc ça c'est vraiment un point qui va être important pour poursuivre cet aspect financier et s'assurer qu'on peut délivrer des reçus fiscaux. Voilà, mais bon. Et voilà, de toute façon j'ai fini, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors je vais donner la parole à notre ami Robert Charby. Pourquoi je lui donne la parole en dernier? C'est ma faute. Parce que j'attendais Jacques Legrand, je le voyais pas, donc je me disais, notre sujet, on va pas en parler. Robert, qui fait partie du groupe, qui travaille sur l'université populaire libérale ou libérale populaire, va nous dire un petit peu où il en est très rapidement, parce qu'on va se faire jeter d'ici peu.
Oui, bonjour à tous, chers amis. L'Université populaire libérale, dans ce sens, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Hein. On en avait déjà parlé en décembre. Bon, il y a des universités qui se targuent d'être populaires. Nous, on veut populariser le libéralisme. Et donc, les deux adjectifs sont également importants. On est parti d'un constat qui nous a fait réagir. Un exemple, le constat, c'est bien sûr l'ignorance, les idées reçues sur le libéralisme ou l'hostilité affichée. Il y a en particulier un sondage qui a été réalisé dans 20 pays, 21 000 personnes, par l'Université du Maryland. La question est simple, le système de libre entreprise et d'économie de marché est-il le meilleur pour l'avenir du monde? Tous les pays, 20 pays, à l'exception d'un seul, ont répondu oui. Effectivement, on est d'accord, c'est sur ces principes qu'il faut bâtir l'économie du monde. L'exception, c'est la France. En France, c'est une majorité de gens qui disent non. Bon. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Donc par rapport à ça, il y a tout le travail que vous faites, la main invisible, Contrepoint, tous les think tanks. Quelle est la spécificité de l'UPL? En fait, j'ai mon anti-sèche, c'est de se focaliser sur la gouvernance libérale, c'est-à-dire concrètement comment mettre en œuvre les idées de liberté en s'inspirant de ce qui a été réalisé ailleurs et qui marche bien, en particulier en Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'inspire de ce qui a été fait ailleurs, on fait venir des intervenants de toute l'Europe et on sensibilise un large public. Donc les porteurs du projet actuellement, on est une équipe de 4 personnes, Frédéric de Herven qui est le président d'AEL, Jacques qui n'est pas là, Alain Payet non plus, moi-même. On a tous une expérience de l'entreprise, donc on sait ce que c'est qu'un business plan, un compte de résultats, et on a essayé de travailler là-dessus en ayant pour cible des gens qui peuvent être ou non engagés dans l'action politique ou dans la société civile, mais qui sont au départ sensibilisés à nos idées, plus ou moins sensibilisés à nos idées. On veut aller au-delà du cercle des convaincus, donc ça peut être des élus, des chefs d'entreprise, des cadres, des étudiants, des retraités. Et on envisage un programme qui serait sous forme de session de 4 jours, où on parlerait d'abord de la philosophie libérale, parce que pour parler de l'action, il faut d'abord dire un mot de la philosophie, de la pensée libérale, de l'histoire des idées libérales, donc une perspective philosophique et historique, et ensuite une description de quelques réformes libérales, de préférence par ceux qui en ont été les artisans. Donc on va faire venir des intervenants de différents pays européens. Ensuite, comment appliquer ces réformes en France, les réformes économiques ou des réformes sociétales ou institutionnelles. On envisage donc de faire ces sessions le samedi, pour que les gens de province puissent se déplacer, le samedi par exemple de 10h à 18h, d'avoir un label qui sera constitué qui sera donné par un comité de personnalités reconnues, des sessions avec déjeuner sur place avec les intervenants. Et là-dessus, on a essayé de voir un petit peu ce que ça impliquait. Donc on a un business plan. Je vais passer puisqu'on n'a pas trop de temps disponible. J'ai fait une brillante présentation que je peux malheureusement pas vous montrer. Les libéraux sont pauvres. C'est la même que celle de Julien? Non, mais on est à la même enseigne en fait. Voilà, donc on envisage un investissement de quelques centaines de milliers d'euros. Donc au départ, c'est quelque chose d'important. Mais comme disait Patrick de Cazeneuve, partisan de l'économie de l'offre, si on offre quelque chose d'attractif, l'argent devrait normalement venir ensuite. On envisage d'étendre à du e-learning. Et concrètement, comment pouvez-vous agir pour que ce projet prenne vie? Ça peut être comme investisseur, en devenant actionnaire
de cette université. Ce sera une structure de droit privé. Si vous acceptez une rentabilité différée et non garantie, bien entendu. Vous pouvez intervenir comme dirigeant en vous portant candidat à la direction de l'UPL. Vous pouvez intervenir comme intervenant, bien sûr, si vous êtes universitaire, mais aussi si vous êtes praticien. Si vous avez mis en œuvre des réformes. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des témoignages à la source, bien sûr, des témoignages de première main. Ou si vous êtes spécialiste d'un domaine. Vous pouvez intervenir comme sponsor en sponsorisant des formations spécifiques, comme recruteur en diffusant notre offre dans votre association, dans votre syndicat professionnel, ou bien sûr comme participant en participant à la prochaine session. Donc je suis à votre disposition si vous voulez avoir plus d'informations, plus de renseignements, et je vous remercie de votre attention. Je vais quand même dire deux petits mots, puisque tous les lundis soirs, mais ça peut très très bien s'arranger avec l'idée que vous développez dans votre université libérale, éventuelle quand elle sera mise sur pied. Tous les lundis soirs, Alain Madelin réunit un certain nombre de jeunes et de moins jeunes pour leur parler économie. Donc il y a depuis le 20 novembre des cours d'économie donnés par Alain Madelin tous les lundis soirs de 18h30 à 20h30. Ah oui, personne ne le sait. Ah, c'est terrible ça. Au 173 boulevard Haussmann. Voilà, vous êtes donc les bienvenus et je crois que pour comprendre le monde, il faut comprendre l'économie et qu'en partant du début, on peut après continuer avec vous. Tout à fait. Et des cours d'économie qui sont donnés par Alain Madelin ou par des invités? Par Alain Madelin, tous les 15 jours, et entre les deux sessions Alain Madelin, il y a un invité de l'entreprise ou universitaire. Eh bien, c'est une information effectivement qu'il fallait donner. Je te remercie, Marie-France, représentante de l'Institut Turgot, puisqu'il faut quand même parler aussi des instituts qui sont ici autour de la